Nul ne chantera de chansons en notre mémoire. Nous sommes les seuls à porter notre deuil. Nos traditions et nos souvenirs ne vivent que dans les présentes annales. Les annales d'Opale. Bonjour pour ce premier épisode des Annales d'Opale et bienvenue au coin du feu avec Ethno. Salut. Et moi-même, Cook, les deux co-animateurs de ce nouveau podcast qui va parler de littérature de l'imaginaire. Alors Ethno, je propose qu'on se présente un petit peu parce que nous on se connaît mais les auditeurs forcément ne nous connaissent pas. C'est ça. Donc honneur à toi, je t'en prie. Ok, moi c'est Cook, comme je viens de le dire à l'instant. Gros lecteur de littérature de l'imaginaire, de fantasy et de SF principalement. Au fur et à mesure, j'ai un peu élargi mon horizon littéraire, on va dire. Ça touche aussi bien la BD que le roman, les nouvelles par exemple. Gros passionné de lecture et de musique surtout. Et je suis content de pouvoir lancer ce premier épisode du coup avec toi, Ethno. Merci, moi aussi, je suis enchanté. Et du coup, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, très gros lecteur aussi, comme toi. Peut-être un peu plus sectaire, dans la mesure où je lis un peu de fantasy, mais c'est beaucoup plus axé science-fiction pour le coup. Et comics aussi à côté. Fan de musique aussi, je pense à peu près dans la même sphère, on va dire la sphère extrême, mais dans un autre genre qu'est le black metal, par exemple. Et puis, voilà, grand passionné de littérature de l'imaginaire aussi. Voilà, mais bon, je crois qu'on a quelques divergences sur quelques auteurs, donc ça arrive d'être marrant. C'est l'intérêt, si on est d'accord sur tout, ce sera pas très intéressant. Clairement, ouais, c'est ça. Alors pour vous expliquer un peu le concept, on va faire notamment des épisodes, on va essayer d'en faire 2 par mois, qui traitent de l'actualité, et on va faire un peu de chroniques aussi. Donc les chroniques, ce sera pas forcément que des ouvrages qui sont parus dans le mois ou dans l'année. On peut aller chercher des choses plus anciennes. Mais bon, l'idée c'est quand même de coller un peu à l'actualité. Sinon il n'y aura aucun intérêt à sortir des épisodes aussi réguliers. Et ensuite on va essayer de vous proposer aussi des épisodes un peu plus costauds, un peu plus longs, sur des thèmes qu'on essaiera de détailler. Donc, évidemment ça va être très difficile d'être totalement exhaustif, mais là l'idée c'est de poser des problématiques, essayer d'y répondre, avoir un dialogue entre nous, puisque comme tu l'as dit, on aime la même chose, mais peut-être pas forcément de la même manière, ou tout à fait les mêmes angles, on va dire. C'est ça, ouais, ou les mêmes, c'est la même sphère, mais voilà, c'est pas les mêmes genres, on va dire. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, maintenant que ça s'est posé, et je te propose qu'on commence à parler un peu des news qu'on a relevées. Ouais. Et allez, je vais attaquer parce que du coup j'ai vu que il y a un truc qui suis lecteur de comics et qui pourrait intéresser quand même pas mal de personnes, je pense. C'est que Audible, en fait, la société de livres audio, je sais pas si ça te parle. Du tout, je suis pas du tout livre audio pour le coup, je connais pas grand chose. Voilà, donc en fait, si tu veux, c'est un gros distributeur de livres audio qui a annoncé que James McAvoy, je sais pas si tu connais cet acteur, il est joué dans Split notamment. Si, je vois, ouais, voilà. Et en fait, il va incarner Morphée de la série Sandman, qui est un comics très très connu, en fait, assez sombre. Et du coup, il va rejoindre un casting vraiment haut de gamme, en fait, parce que il y a Andy Serkis, le mec qui a fait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a Neil Gaiman, donc l'auteur du comics, en fait, ni plus ni moins, qui va faire le narrateur. D'accord. Et après, il y a encore un ou deux autres acteurs assez connus, mais bon, concrètement, je pense que ça va être un truc assez attendu et assez intéressant, parce que ce mec-là, autant il a une gueule, McAvoy, et je pense que, tu vois, pour le coup, il a moyen de triper sur sa voix. Et puis, c'est surtout que c'est vraiment un truc prenant, les Sandman. Donc, j'ai pas tout lu, concrètement. Mais je pense qu'il y a moyen, ça donne un bon truc. Donc il y a de la précommande. Il y a de la précommande. Il y a de la précommande, voilà. Après moi c'est pareil que toi, je sais que le format audio c'est assez étrange pour moi. J'arrive à me mettre dans 2-3 trucs, mais le problème c'est toujours le même, c'est la narration. Donc là on va voir ce que ça va donner. J'ai essayé un Harry Potter pour voir, la narration n'était pas top, surjoué tout ça machin. Et à contrario, j'ai écouté les 2 premiers tomes du Seigneur des Anneaux en audio parce que j'arrive absolument pas à les lire. Et c'est bien passé. Tu commences avec un mauvais point là,
Ouais, ça on en avait déjà parlé, hein, on savait très bien que ce niveau-là. Non, moi Tolkien, même si bon, j'ai un très grand respect pour l'œuvre du monsieur, j'en ai quand même lu un ou deux, hein, mais Le Seigneur des Anneaux, j'arrive pas à aller au bout, concrètement. Mais de toute façon, ouais, la discussion sur Tolkien, elle pourrait être pas mal, parce que, enfin, moi, c'est vrai que je suis peut-être un peu plus classique à ce niveau-là, au niveau de l'appréciation du travail du monsieur. Mais je pense qu'il y a aussi enfin, parfois on en fait un peu trop avec Tolkien. Enfin, de toute façon, c'est pas le sujet. Je pense que il nous faudra un épisode entier sur Tolkien. Ce sera mieux. Exactement. Disons que c'est pas parce que c'est Tolkien que c'est forcément bien. Sans même parler de bien, on fait dire beaucoup de choses à son œuvre et qui sont pas forcément. On va vite en besogne, là où par exemple des analyses de textes ou de biographies, de bibliographies chez des auteurs classiques par exemple demandera beaucoup plus d'années de travail et d'analyses vraiment très sérieuses. Alors je dis pas que c'est pas fait sur Tolkien, c'est peut-être un des rares auteurs de littérature de l'imaginaire pour qui c'est un travail assez ancien et régulier, mais reste que je trouve que parfois ça manque un peu de fond, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En France, en tout cas, Tolkien n'est pas analysé de la même manière que Voltaire, tu vois. Si je prends un exemple au hasard, mais oui. Voilà, mais c'est pour ça, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et à expliciter sur Tolkien. On a une idée de thématique déjà pour une émission, c'est bien. C'est ça. Bah là, il y a plein d'idées, hein. C'est pas ce qui manque. Après, c'est les faire qui va voilà. Le boulot. Ouais, exactement. Ouais, ça va être un gros boulot là. Donc en tout cas, voilà pour ma première news. Hein. C'était la participation de James McAvoy à Sandman chez Audible. Enfin, en livre audio du moins. Alors moi, surtout la question du livre audio, parce que pour le coup, les comics, j'y connais absolument rien. Enfin, j'ai deux trois idées sur la question, mais je suis pas lecteur et a priori pas trop client, mais n'en ayant jamais vraiment lu très sérieusement, c'est difficile de dire ça comme un truc fini, et je sais que c'est pas mon truc, c'est juste que ça m'intéresse pas, on va dire, de l'extérieur comme ça m'attire pas. Ouais. Par contre, le livre audio, je trouve c'est intéressant ce que tu dis, que le narrateur va beaucoup jouer sur l'appréciation ou non d'un livre audio. Clairement, ouais. Finalement, en fait, j'allais dire, ça m'étonnerait que je sois client de ce genre de médium, on va dire. Mais d'un autre côté, j'adore les récitations ou les lectures, tu vois, à haute voix devant un public. Je trouve qu'il y a des cadres où ça marche très bien et il y a des gens qui arrivent vraiment à t'emporter dans l'histoire. Exactement, faut un bon conteur entre gros guillemets. Ouais, c'est ça. Ça me fait un peu penser au jeu de rôle aussi d'une certaine manière. Ouais. L'exercice est pas tout à fait pareil, mais non, mais c'est de la narration. Un bon MJ qui te raconte une histoire, ça peut vraiment te captiver très rapidement et pendant plusieurs heures. Donc je me dis qu'avec un bon orateur, un livre audio, ça peut vraiment être cool. Exactement, ouais, c'est ça. Donc à voir. Après, si ça peut être l'occasion pour toi de t'y mettre aussi, peut-être, va savoir. Ouais, peut-être que comme ça, j'arriverai à apprécier Lovecraft. Voilà, deuxième sujet sensible, hein. C'est ça. Mais j'en ai lu pas mal. C'est pas faute d'avoir du mal à le lire, tu vois. Ouais, j'imagine bien, ouais. Bon, après, Lovecraft, c'est pareil. Enfin, c'est le genre d'auteur où, enfin, que ce soit Tolkien, Lovecraft ou tous les grands maîtres, en fait, entre gros guillemets, tu pourras toujours trouver des trucs que tout le monde adore et au contraire qui fera que tout le monde déteste. C'est bien le truc. Ouais, mais en plus, enfin, c'est pas comme toi et Tolkien, quoi. C'est pas juste unilatéral. Je déteste absolument Lovecraft. Tu vois, c'est il y a d'autres choses qui sont en ligne de compte. Enfin, comme Tolkien, en fait, comme ça a une grande référence en littérature de l'imaginaire, on a tendance à peut-être en faire, tu vois, à le surestimer tout en le sous-estimant, je trouve. Je trouve souvent l'image qu'on en fait, elle est, je sais pas, elle me convainc pas, quoi. Écoute, après. C'est mon côté chiant, tu sais. Ouais, oui, non, mais bon, ça. Enfin, moi, je suis habitué. Après, les auditeurs, peut-être un petit peu moins. Ils découvriront par eux-mêmes. On va leur laisser la surprise. C'est ça. Donc voilà, pour moi, c'est bon pour ma première news, en tout cas. Bah écoute, on va continuer un peu à parler de Lovecraft sur un autre sujet, parce que je vais vous parler de la 19e édition du Festival d'Épinal que sont les Imaginales. Donc là, c'est l'édition 2020. Donc normalement, c'est un festival du coup où il y a des rencontres physiques avec les auteurs, il y a des conférences, ce genre de choses. Donc avec les événements actuels, évidemment, les Imaginales 2020 n'ont pas eu lieu, mais les prix ont quand même été décernés. C'est une bonne chose. Donc effectivement, ça c'est pas trop un problème finalement.
Donc pour ceux qui connaîtraient pas les Imaginales, c'est quand même un prix assez important en France. Dans les genres qui nous concernent, hein, évidemment. Ces prix récompensent donc des auteurs de littérature de l'imaginaire qui ont écrit un ouvrage, donc là en 2019, et dans 6 catégories. Donc il y a le roman francophone, un roman traduit, roman jeunesse, illustration, nouvelle et un prix spécial du jury. Il y a également 5 autres prix qui sont accordés par des élèves de différents niveaux scolaires. Donc ça, je trouve ça quand même assez intéressant d'inclure les nouvelles générations dans ce genre de processus, parce que c'est... Ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, les impliquer comme ça pousse à lire, à avoir une réflexion sur ce qu'on lit, à se faire une culture littéraire, hein, tout simplement. Donc on a le prix imaginal des collégiens, le prix imaginal des lycéens, le prix imaginal des bibliothécaires, donc là aussi plutôt intéressant je trouve comme prix imaginal des écoliers et prix imaginal de la bande dessinée. Je comprends pas trop pourquoi ce prix il se retrouve dans ces catégories. J'aurais plutôt mis dans les catégories principales, mais bon. Donc les votes ont été effectués par correspondance à cause des problèmes de confinement forcément. Et les vainqueurs du coup seront invités en automne pour recevoir leur prix. J'ai noté aussi que la 20e édition aura lieu du 27 au 30 mai 2021, donc à peu près à cette période. Et ce sera sur le thème de la frontière, donc un thème assez intéressant je trouve, avec un accent mis sur la littérature russe. Ah, intéressant ça. Donc assez curieux de voir ce que ça va donner. Je parlais de Lovecraft tout à l'heure parce que y a 2 prix qui le concernent dans les catégories principales. Donc le premier prix de l'illustration de François Baranger, je m'excuse, je sais pas comment ça se prononce, pour une édition des montagnes, donc une nouvelle édition des Montagnes hallucinées par Brajlon. Et le prix spécial du jury qui concerne ST Joshi, c'est quelqu'un que je connais pas du tout pour le coup. Première fois que je vois le nom. Pour 2 tomes, Lovecraft, Je suis Providence, donc sorti chez Actu SF. On parle encore de Lovecraft aujourd'hui alors que ça remonte quand même à pratiquement un siècle. Ouais, on va en parler encore longtemps à mon avis, hein, parce que j'ai l'impression que toutes les années il y a quelque chose qui sort en fait, que la flamme elle est vraiment entretenue avec ce petit Lovecraft là. Du coup. Ouais, puis en plus tu parlais en introduction du fait qu'on était tous les deux aussi un peu dans les musiques extrêmes, et c'est une image, pas tellement Lovecraft lui-même, mais plutôt l'univers qu'il a créé. C'est un truc qui est omniprésent et pour certains fatigant. Ouais. Mais t'as même carrément des groupes qui se sont formés autour de cet univers-là qui ont cette thématique par exemple. Ah, exactement, ouais, je pensais à eux, ouais, notamment. Ouais, c'est ça, Sulfurion. Sulfurion, ouais. Dans un registre plus death. Donc c'est vrai que ça parle pas vraiment à proprement parler de Lovecraft, mais l'univers est inspiré. Hein. D'ailleurs, il y a de très belles illustrations dans tout ce qu'ils font. Ouais, mais bon, la musique est pas décorrélée du sentiment que tu peux avoir quand tu lis ça, mais bref, on n'est pas pour discuter de ça. Et j'ai noté aussi pour le roman francophone, c'est Catherine Dufour qui est quand même assez connue pour ce qui concerne les littératures de l'imaginaire, pour le coup auteure française. Pour son ouvrage Danse avec les lutins chez La Talente. Moi, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont vraiment des auteurs assez intéressants. Et pour le coup, je l'ai pas lu celui-là, mais du fait qu'il a été récompensé, je suis d'autant plus chaud pour une petite lecture. Ouais, peut-être chronique à venir dans les émissions qui viendront, du coup. Ouais, je vous ferai ça certainement dans l'année. Ok. Voilà, bon, je fais pas le détail de tous les prix, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi des gens que je connais pas du tout, donc je vais pas faire semblant d'avoir une culture que je n'ai pas. Toi, tu t'en sers un peu des prix pour orienter ta lecture ou pas du tout ? Ça m'arrive quand je suis en manque d'inspiration, que je sais pas trop quoi bouquiner, je vais sur le wiki des prix, que ce soit oui, c'est les Imaginales, le prix Victor Hugo, les machins comme ça. Je regarde les prix qui ont été décernés et ça m'arrive de piocher dedans, ouais. Après, concrètement, c'est toujours des auteurs que t'es obligé d'avoir lu quand t'apprécies ce genre de littérature, parce que c'est souvent des grosses pointures qui ont les prix.
Mais ça te permet peut-être de penser à des romans auxquels t'avais pas pensé, hein. Et du coup, moi je m'en sers. Tout à fait. Ok. En tout cas, pour répondre à tes questions. C'est un bon moyen de s'orienter. Moi, ça m'arrive de temps en temps aussi. Bah ça donne des pistes. Et après, bah voilà, quand tu parcours le truc et que tu vois que t'as d'autres petits noms, et enfin je sais pas s'il y a des trucs qui t'inspirent, tu vas jeter un œil, tac tac, et puis bah après, tu peux trouver des bonnes perles, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, après avec tout ce qui sort en même temps, c'est vrai que c'est compliqué d'être en manque d'inspiration. Ouais, c'est ça. Bah, ça permet de s'orienter aussi, parce que c'est pas parce que t'as des trucs qui sortent que c'est forcément passionnant à lire. Ouais, exactement, ouais. D'autant plus que, étant donné que le but premier d'une maison d'édition c'est de vendre des bouquins, c'est vrai que c'est pas marqué attention achetez pas, ça va être bien pourrave. Donc c'est vrai qu'on se retrouve souvent avec des trucs dans les paluches, et quand il y a des prix, c'est bête parce que comme on dit, faut pas juger un livre à sa couverture, mais ça te dit que bon bah s'il a eu un prix, c'est peut-être pas pour rien. Alors après par contre, je dis ça, mais c'est souvent qu'il y a des bouquins qui ont été récompensés et qui se retrouvent avec des critiques qui le descendent en flèche, trop long, trop nul, trop machin, trop ceci, trop cela. Alors c'est vrai que c'est assez étrange de se retrouver dans cette situation où tu prends un bouquin en te disant bon bah il a été récompensé, il va être bien, tu vois. Et bah non. Bah, d'où l'intérêt de savoir qui critique le livre, quel angle il prend. Y a ça aussi, quoi. C'est ça. Bah, je sais que ça m'arrive de lire des chroniques, que ce soit pour de la musique ou des livres. Ouais. Et je prends exprès des chroniqueurs qui sont pas du tout dans le même état d'esprit que moi, mais ça me permet justement de voir les choses sous un autre angle, par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis après, il faut se faire son propre avis aussi. Oui, c'est ça. C'est super important. L'intérêt d'un prix, c'est quand même de donner de la visibilité à des ouvrages qui ont certaines qualités. Donc à partir de là, ça permet de faire un premier tri, mais c'est pas parce que c'est primé que c'est forcément bien, que ça va te parler, tout simplement, sans parler d'avoir un jugement objectif sur la question, mais voilà, ça permet d'avoir une idée un peu globale, ou tout simplement, tu sais pas, t'as un auteur que t'as envie de lire, tu connais rien, tu dis bah je vais commencer par son ouvrage le plus reconnu, ça peut être pas mal. Ouais, exactement, ouais. Tu vois, je sais pas si on parlait de Tolkien, si commencer par le Silmarillion, c'est une super idée, tu vois. Ouais, mais il est pas facile d'accès, le Silmarillion. Ouais, c'est mon préféré. Ouais. C'est celui que j'ai peut-être le plus lu, mais ouais, c'est pas celui que ça rebute, quoi, tu vois. Oh putain, ouais, c'est raide à digérer ça quand même. Mais bon, c'est lié à des sensibilités différentes, hein, forcément. Exactement, ouais, c'est ça. Bah du coup, je vais te laisser continuer sur les news. Ouais. Ok, et ben moi j'ai eu une bonne surprise, parce que j'ai vu que le 1984 de George Orwell, tu dois connaître. Ouais, comme beaucoup, j'ai dû le lire à l'école. Ouais, voilà, on serait douté. Et ben jusqu'au 24 mai, il y a un projet Ulule qui a été ouvert, et en fait le but c'est de récolter de l'argent pour participer à une nouvelle traduction, en fait. Parce que visiblement c'est un truc que j'ignorais, mais l'ancienne traduction... il y a pas mal de trucs qui vont pas, concrètement. Donc il manquerait des phrases, la traduction serait vraiment très très moyenne en fait, et il va tomber en... Comment on appelle ça déjà ? Dans le domaine public, c'est ça. Je cherche aussi. Voilà, c'est ça. En janvier 2021, du coup. Et donc du coup ça serait la sortie prévue pour le 1er janvier 2021, et c'est sur le du traducteur Marc Sigala. Donc bon, ça va être dur de mettre le lien en description du podcast, mais en tout cas je ferai ça sur le Facebook des Annales d'Opale et sur la chaîne YouTube. Si vous voulez participer, voilà, c'est jusqu'au 24 Sur mai. le SoundCloud, je peux l'ajouter, je pense, le lien. Mais c'est vrai que sur les applis de podcast, super. Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué, mais voilà, ça sera faisable, et puis après on peut le retrouver comme ça avec le nom du traducteur qui s'appelle Marc Sigala, donc. Et je pense que c'est une bonne initiative. C'est pas impossible que je participe pas, parce que du coup le projet me parle. On va avoir une nouvelle édition de 1984. Moi je connais vraiment la vieille édition, je crois que c'est chez Folio que c'était sorti. Là je pense que ça peut faire une bonne occasion d'avoir un truc nouveau entre les paluches, et ça, pour un classique comme ça en tout cas, c'est toujours bien, je pense. Même si c'est quelques euros. Ouais, moi j'avoue que je suis assez... j'aime pas trop ces trucs de Ulule. Là c'est un peu différent, c'est pour une traduction. Pourquoi pas, tu vois, mais... c'est pas aux gens de payer
de payer les auteurs, les créatifs en fait. C'est comme pour la musique, tu vois, c'est aux labels, c'est aux maisons d'édition de rémunérer en fait les gens qui travaillent pour eux. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après c'est vrai que si y a aucune maison de prod ou quoi que ce soit qui décide de se rattaquer à ça, au final, je pense on perdrait vraiment. Là, il y a différentes choses qui rentrent un gros truc de compte. On parle d'une traduction, d'un livre qui va tomber dans le domaine public, c'est un peu différent. Je suis d'accord, hein, mais. Ouais, voilà, c'est un beau projet, ouais. Parce que c'est vrai que je vois mal une maison d'édition investir dans un bouquin qui sera, à la limite, plus obligé d'être acheté en fait. Donc forcément pour eux ça va être de l'argent investi entre gros guillemets pour rien, je pense. Après je suis pas éditeur, hein, je sais pas. Mais là je sais pas, c'est l'impression de participer à un projet, tu vois, pour je sais pas, pour les générations qui arrivent, pour les anciennes, de se dire voilà, là on participe à un truc assez important au final dans notre littérature, enfin dans la littérature qu'on aime en tout cas, pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau sur ce bouquin-là qui est quand même vraiment important. C'est plus l'aspect de payer avant que le travail soit fait, tu vois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est plus ça qui me dérange. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent de leur argent, hein, tu vois, mais moi, c'est rare que je participe à ce genre de projet. Ouais, ce genre d'initiative, quand ça part de là, tu vois. De toute façon, j'ai son adresse. S'il prend pas la thune, on ira la rechercher, t'inquiète. J'avais la bite, lui. T'inquiète pas. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de discuter avec lui de son projet, tu vois, de voir sous quel angle il voit les choses. Qu'est-ce que lui pense pouvoir apporter à la traduction. Déjà, s'il apporte les phrases qui manquent, je pense que ça ferait pas mal. Parfois, ça alourdit le texte, tu vois, quand tu passes d'une langue à l'autre, pour avoir un peu... Alors, j'ai pas fait de traduction, mais pour avoir eu des cours de traduction et travailler quand même sur certains textes, ou même... à l'université, j'ai dû traduire dans différentes langues, ce genre de choses. Parfois, vaut mieux réécrire quelque chose qui est plus fluide dans sa propre langue que de coller au texte. Après, c'est des questions de traductologie. C'est un choix, après. C'est ça. Ouais. De toute façon, si tu veux vraiment avoir le fond de la pensée de l'auteur, à part apprendre la langue et lire dans le texte... Ouais, bien sûr, ouais. C'est difficile, parce qu'une langue, ça apporte aussi tout un état d'esprit culturel, de société. Enfin, voilà, bon, c'est encore une autre discussion qui peut être très très longue. C'est sûr. Mais qu'une traduction soit pas parfaite, ça m'étonne pas. Mais en même temps, la traduction, c'est un moyen de mettre à disposition à un autre public, donc culturellement différent, une œuvre. Donc le but, c'est d'essayer d'être le plus... d'essayer de garder l'esprit du roman, là, dans ce cas-là, tout en le mettant à la portée d'un maximum de personnes dans une autre langue. Ouais, c'est sûr. Après, ça doit pas être un job facile de traduire des bouquins. Ah non, c'est clairement pas. Déjà, c'est vraiment un boulot à part entière. Ah oui, clairement, ouais. C'est pas parce que t'as fait, je sais pas, là je parlais de la fac, je sais pas, tu regardes, c'est pas parce que t'as fait la fac d'anglais que tu seras un bon traducteur anglais-français, par exemple. Ouais, parce que t'as une part... des compétences différentes à avoir. Ouais, puis t'as une part aussi de... Comment dire, très personnelle qui rentre en compte aussi de l'interprétation et tout ça. Et justement, ça va être ça peut coller. J'avais pas fait le rapprochement quand j'ai bossé sur l'épisode, mais du coup je vais parler d'un tome des Annales du Disque Monde, et justement il y a le traducteur français officiel, je crois que c'est Patrick Coulon qui s'appelle, qui a toujours été quand tu vois dans les chroniques des Annales du Disque Monde, en fait c'est vrai que son nom, putain, important, c'est pas l'auteur, hein, mais le nom du traducteur revient vraiment tout le temps, parce que justement il fait un super taf. C'est pas facile à traduire, je pense, du Terry Pratchett par exemple, parce que c'est beaucoup de jeux de mots, de contrepétrie, tout ça, de machin. Je pense que c'est assez compliqué. Et pourtant, lui, il a toujours su nous faire marrer en retraduisant vraiment. Je pense que l'auteur a voulu nous faire passer, en fait, tu vois. Ouais, bah écoute, moi je te propose qu'on en parle plus en détail dans un épisode thématique. Donc là, ça donne un exemple de ce qu'on pourrait traiter exactement, ouais. en thème, en fait, sur la traduction. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Hein. Carrément, ouais, exactement. Bah, je vais passer à ma seconde news.
Donc je vais vous parler du magazine français Métal Hurlant, donc qui va renaître de ses cendres en 2021, du moins on espère, c'est bien parti pour. C'est bien ça. Alors pour faire un historique très rapide de Métal Hurlant, à la base c'est un magazine qui avait été édité par les Humanoïdes Associés, donc une maison d'édition principalement orientée, carrément même orientée bande dessinée et sur les littératures de l'imaginaire. Donc les Humanoïdes Associés éditaient le magazine entre 1975 et 87. Puis il y a eu une réapparition de juillet 2002 à octobre 2004, avant de redisparaître avec un ultime numéro en 2006. Et donc là, 2021, ce sera du coup la deuxième régénération, avec une direction un peu différente de ce qui s'est fait jusqu'ici. Le magazine se consacrerait plutôt au Near Real Future, ils appellent ça Future, avec mon magnifique accent anglais. Ah, j'ai tout compris. Donc en français ça donnerait le futur c'est déjà demain. Ah ouais, d'accord, ok. Là j'ai compris. Plus ou moins quoi. C'est okay. Le slogan qu'ils mettent en avant. Donc ce sera plutôt orienté sur de l'anticipation. J'imagine un peu comme cette série SF là qui est sur Netflix, comment ça s'appelle, Black Mirror, je crois que c'est ça. Ouais, ok. Mais voilà, sur les nouvelles technologies, je suppose, sur des questionnements qui sont assez proches de ce qu'on vit nous en fait. Donc on sera assez éloigné de la science-fiction plutôt pulp qu'on avait à l'origine, même si Métal Hurlant ce n'était pas que ça. Et on peut très bien avoir un univers très éloigné du nôtre, mais justement qui permet des métaphores sur notre société par exemple, ou ce qu'on vit. Mais bon là l'idée c'est d'être un peu plus proche de... Il n'y aura pas de space opéra, de ce genre de choses, quoi. C'est ça l'idée. Ça sera peut-être plus terre à terre, entre guillemets, quoi. C'est ça. Donc c'est plutôt intéressant. Donc la revue sera dirigée par Vincent Bernière. Donc il est, je sais qu'il est auteur. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, en fait. Donc je vais pas vous... La liste, j'ai relevé quand même, parce que c'est assez important par rapport à son rôle dans la revue. Il a fondé Revival en 2018, donc c'est une maison d'édition qui réédite d'anciennes bandes dessinées et qui édite aussi des jeunes auteurs, dessinateurs, dessinatrices. Et le rédacteur en chef sera Nicolas Tellop, donc qui est un critique de bande dessinée. Je crois qu'il a travaillé pour Kaboom par exemple. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est assez investi dans le domaine. Donc c'est quand même des noms plutôt alléchants par rapport au futur de Métal Hurlant. Donc voilà, je suis plutôt enthousiaste par rapport à ça. Ok, parce que du coup il y avait déjà de gros noms dans l'ancienne édition. Hein. Ah bah la première mouture, on parle de Drouillet, Dionnet, enfin... Ouais, c'était mythique, c'est vrai. Sans ça, je pense que le paysage de la bande dessinée serait pas du tout le même, à la fois en France... mais aussi aux États-Unis par exemple avec la version du coup heavy metal. Ouais. Voilà, puis ça touche encore une fois aussi à des choses annexes qu'on aime bien, enfin toute la musique rock, hard rock et metal, etc. Ça a beaucoup été inspiré par les images véhiculées par que ce soit les Humanoïdes Associés ou Métal Hurlant quoi. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. J'ai plein de pochettes qui me viennent à l'esprit, c'est vrai qu'avec cet esprit-là. Ne serait-ce que Drouillet, il a fait des pochettes pour Agressor, pour Sortilège, et là on parle en France. Je me demande s'il a pas fait... D'ailleurs, la pochette de Rebirth, j'ai oublié le nom du... Le vrai titre de l'album, ça c'est la réédition d'il y a 2-3 ans. Un album d'Agressor de 94, je crois. C'est la même couverture que YL, la bande dessinée de Drouillet. D'accord, ok. Enfin voilà, bon là, je pense qu'on a perdu 80% de l'auditoire. Il y a peut-être des métalleux dans le tas, ça va. Sûrement, au moins des gens qu'on connaît. Voilà, c'est ça. Bonne news en tout cas, quoi qu'il en soit. Et je voulais revenir aussi sur un petit point. Je vais pas trop m'étendre dessus, mais je pense que c'est quand même assez intéressant, parce que ça parle de l'évolution des métiers du livre, en fait, globalement. Donc suite au confinement et à beaucoup de problèmes qu'a révélé en fait le confinement dans le milieu du livre. Il y a un certain nombre d'éditeurs, de libraires et d'autres acteurs du livre qui ont rédigé un texte en fait demandant un certain nombre de changements par rapport par exemple aux parutions qui sont vraiment pléthoriques. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent actuellement. Je me souviens plus exactement du pourcentage d'évolution par an, mais c'est assez hallucinant.
Et mais finalement, t'as pas autant de l'évolution des ventes ne rejoint pas cette frénésie de parution. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de livres qui se retrouvent à aller à ce qu'on appelle au pilon, mais qui sont détruits en fait. Et alors, on n'y pense pas forcément, mais le fait de détruire, ça a un coût. Et parfois, ça a même un coût plus important que le fait de créer. Sans parler des problèmes écologiques que ça pose, ça apporte beaucoup de problèmes économiques. Par exemple, aux libraires qui doivent renvoyer les livres aux éditeurs, qui devront ensuite s'assurer que les livres sont détruits. D'accord, ouais. Enfin, éthiquement, c'est vrai que c'est pas très logique, sachant qu'un livre, c'est pratiquement éternel finalement une fois que c'est imprimé. Donc, on détruit quelque chose qui pourrait passer entre 1000 mains, tu vois. Donc, ouais. Donc ça, c'est un des points. Il y en a plusieurs. Il y a aussi un qui est, à mon sens, très important, qui est d'imposer un prix du livre, un prix postal du livre. C'est-à-dire que tu t'appelles Amazon, la Fnac ou ton libraire du coin, indépendant, tout le monde devrait payer le même prix pour l'envoi. Ce qui fait que la concurrence des grandes enseignes serait réduite au moins sur les principes de frais de port, ce qui me semble assez cohérent finalement. Il n'y a pas de raison que parce que tu l'achètes à une petite librairie de quartier, tu doives payer plus cher en frais de port, tu vois. Même si l'idée de la librairie de quartier, c'est quand même que tu t'y rendes physiquement parce que ça t'apporte un certain nombre de services que t'as pas chez Amazon. La Fnac, c'est un peu différent, on est sur un entre-deux parce que tu peux avoir des gens qui gèrent les rayons librairie, qui te donnent des super conseils, enfin vachement impliqués et tout. Exactement, ouais. Cette concurrence-là, elle est assez déloyale, d'autant plus quand tu vois qu'il y a de plus en plus de gens qui vont plus se déplacer dans les librairies pour acheter des livres. Et un truc auquel les gens pensent pas forcément, c'est que vous pouvez commander la plupart des livres si le libraire chez qui vous allez régulièrement, le ou la libraire, cette personne-là peut le commander directement à l'éditeur par exemple. Bon, ça fait des déplacements, mais un truc auquel aussi les gens pensent pas forcément, c'est que la plupart des librairies ont un Facebook, ont un service client par mail, et vous pouvez faire votre demande à distance et ensuite venir le récupérer. Ou même vous le faire envoyer. Enfin, c'est possible aussi. Il n'y a pas que Amazon qui est capable de faire ça. Ou même les appeler directement aussi. Ou les appeler, ouais. Enfin, d'expérience, c'est des gens les libraires qui prennent le temps quand même de vous répondre. Il y en a même qui vont assez vite, qui gèrent ça très bien. Donc voilà, si je peux donner un conseil globalement, essayez de faire vivre les petites structures qui sont pas loin de chez vous. Je pense que pour l'écologie du livre, c'est beaucoup plus intéressant. Pareil, ouais, je pense que ça peut peut-être... Enfin, puis ça peut se faire aussi survivre un peu les librairies de quartier ou quoi que ce soit, hein. Surtout avec la crise qu'on a traversée là, je sais pas comment on va s'en remettre tout ce qui est libraire et magasin de culture, mais je pense que ça a dû leur faire mal. Donc, ouais, bah oui, moi je suis ça d'à peu près pour pas mal de raisons, et c'est vrai que... surtout, ça a révélé beaucoup de problèmes qui existaient déjà auparavant, mais qui là atteignent un paroxysme, quoi. On reviendra à la pêche aux nouvelles. Oui, bien sûr, je vous tiendrai informé de la suite de cette histoire, parce que c'est vraiment des changements qui sont pas anodins, hein. C'est très important pour les livres de demain, en fait, et la manière dont ils seront édités, distribués, vendus, enfin... Voilà, je voulais vous parler de ça, ça me paraissait important. Ok. Non, c'est vrai, carrément. Espérons qu'ils sont entendus. Du coup, on va passer aux chroniques. Et ben, moi, je vais te parler d'une nouveauté qui est pas vraiment une nouveauté, en fait, parce que j'ai commencé le premier tome d'une série de 3 bouquins qui ont commencé à être édités il y a quelques années de ça, maintenant. Alors, exactement quand, je pourrais pas te dire. C'est la saga de Spire, de Laurent Jeunefort, du coup, qui ont été édités chez Folio, là, il y a peu de temps, et dont le dernier tome vient de sortir il y a pas quelques mois, il me semble, si je dis pas de bêtises, tu vois, comme j'ai bien fait mon boulot, hein, j'ai même pas noté la date pour te dire. Donc Spire, qu'est-ce que c'est du coup? Alors visiblement ça parle à certaines personnes, ça parle
pas à d'autres, parce que c'est vrai que concrètement, là sur le papier, et raconté comme ça peut paraître un peu désuet, mais bon, ça raconte la naissance d'une société de livraison intergalactique, en gros. Forcément, il n'y a pas que ça, hein, parce que sinon ça serait vite torché, il me semble. Mais du coup, on a affaire plutôt à un gros planète opéra, en fait, hein, mais vraiment dans toute sa splendeur, parce que forcément, pour les livraisons, ils vont devoir passer de planète en planète, avoir des accords avec certaines planètes et tout, parce que du coup, ils vont s'occuper d'une zone de la galaxie qui s'appelle les confins, qui n'est pas vraiment super bien distribuée entre gros guillemets, qui sont un peu laissés à l'abandon, donc c'est des planètes qui viennent d'être colonisées par l'humain, qui n'ont pas vraiment eu le temps de se développer, on va dire. Et donc du coup, ce qui est super intelligent avec ce bouquin en tout cas, c'est que l'auteur il en profite pour placer un petit côté politique, rien de non plus de trop prononcé et de très chiant, parce que c'est vrai que des fois les trucs qui traitent de politique sont un peu difficiles à digérer. Mais bon, il y a assez de coups bas, assez de stratégie pour nous maintenir en haleine. D'ailleurs, sur certains aspects, ça me rappelait un petit peu les stratégies dans Fondation d'Asimov. Tu sais, quand il y a un problème, il se dit bon voilà machin, on va faire comme ça, ou il a fait comme ça, et du coup le problème est réglé. Et là concrètement, c'est ce genre d'action là que moi je trouve cool, parce que du coup ça te rappelle vraiment les classiques de la science-fiction. Et entre gros guillemets, il s'attarde. Il n'y en a pas pour 50 pages où il va te dire voilà, le machin, ça va développer. Il y a un problème, il a été résolu, ou il va être résolu comme ça, et après boum, on passe à autre chose. Et en fait, si tu veux, on suit l'évolution de la start-up, en fait, entre gros guillemets, sur plusieurs années. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui se passe sur le temps. Et donc je suppose qu'avec les autres tomes, on va aller encore plus loin dans le temps. Donc ça, pour l'instant, je me suis pas spoilé, j'ai pas voulu, voilà. Visiblement, en tout cas de ce que j'en ai lu, il y a un rapport avec le monde d'Omal, du coup qui est un gros titre de Laurent Jeunefort aussi, avec les portes de banque et tout ça. Et puis voilà, il y a c'est quelque chose de très actuel pour moi en fait. J'ai trouvé dans les thèmes abordés, que ce soit la lutte des classes, l'oppression et tout ça. Mais il y a un côté aussi exploration, forcément, parce que les mecs se retrouvent sur des planètes inconnues, tout ça, et du coup, il va leur arriver quand même quelques galères. Et c'est vrai qu'il a poussé vraiment le truc des fois jusqu'à parler vraiment du climat, de la faune, de la flore, et ça, franchement, ça nous transporte littéralement, en fait, tout au long du bouquin, qui est pas super long, hein. Je crois qu'il y en a pour 350 pages, en tout cas, il y en a moins de 400, si je me trompe pas. Et du coup, on se laisse facilement happer par ça. C'est vraiment un très bon bouquin qui est original au final, parce que du coup, c'est pas tous les auteurs qui auraient pu se lancer en se disant bon, je vais raconter là comment la petite là, elle a monté son entreprise de livraison galactique. Reste à voir la suite, mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, en tout cas avec assez de rebondissements et d'intrigues pour nous tenir en haleine. Quand tu m'as donné le speech comme ça, j'étais plutôt motivé, je me dis tiens, c'est un sujet original. Carrément, ouais. Et ouais, ça peut partir dans plein de directions différentes, donc c'est plutôt cool. Ça m'a fait passer à Futurama, forcément. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais, carrément. Même si le traitement est pas du tout le même, hein. A priori, c'est pas de l'humour. Non, c'est pas de l'humour, mais ça reste quand même léger, hein. C'est pas... Enfin, t'es pas alourdi, c'est quelque chose de sérieux sans vraiment être... empoulé en fait, si tu veux. Et ensuite, ça m'a fait penser dans le jeu vidéo, par exemple, à Death Stranding. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, si, oui, c'est le dernier Kojima, ça. Ouais, c'est ça qui est un... Alors, je sais que c'est un peu polémique, ce jeu, donc moi, j'y ai pas joué, et puis ça fait très longtemps que je suis pas à l'actualité à fond des jeux vidéo, donc je vais éviter d'émettre quelques jugements sur la question. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est un jeu qui met... le centre du gameplay, en fait, c'est... ce qui d'habitude est des quêtes secondaires dans les jeux vidéo, c'est-à-dire les quêtes FedEx, donc amener un objet d'un point A à un point B. Ouais. Sauf que là, en fait, il y a tout un système d'équilibre du chargement, de passer dans des zones plus ou moins escarpées, plus ou moins hostiles, etc. Ouais. Et ça m'a fait penser à ça, en me disant, il y a peut-être un truc actuellement où, que ce soit dans l'imaginaire en général, que ce soit de SF, etc.,
ce truc de s'impliquer dans le voyage, de se focaliser en fait vraiment sur le voyage et pas tellement sur la finalité de ce voyage-là en fait. Mais c'est un truc qui est assez ancien, hein, c'est pas tout nouveau, mais j'ai l'impression que ce moment ça revient sur le devant de la scène quoi. Une sorte de revival, ouais. Après ça se trouve ça va créer des vocations hein, sur les jeunes lecteurs qui vont se dire bah tiens, je serai un petit peu le Uber Eats de la galaxie, créateur d'emplois, tu vois, l'imaginaire, créateur de futurs emplois de livraison à domicile. On sait jamais. À savoir. Je suis un peu intrigué, ouais. Je vais voir si je me chercherai pas le premier tome. Ouais, jette un œil et tu me diras ce que t'en penses. Alors c'est sorti en 2017, hein, pour info. Donc ouais, d'accord, ok, merci d'avoir vérifié pour moi. C'est pas si vieux que ça, au final. Et donc du coup, il a vraiment enchaîné les sorties. Pour que là, je pense que dans le dernier tome, on aura le fin mot de l'histoire. C'est un auteur qui est assez prolifique. Oh oui. Enfin, même au-delà de l'écriture, hein, c'est quelqu'un qui est assez actif dans les milieux qui nous intéressent. Hein. Exactement, ouais. De toute façon, on risque d'en reparler un jour, hein, de Laurent Gelfort. Ouais, sûrement. En tout cas, pour ma part, oui, parce que je compte chroniquer les autres, donc du coup. Bon, comme ça au moins, ouais. Voilà. Alors, faudra pas trop que tu m'en dises si je t'ai pas rattrapé. Ok, tu me diras où c'est que t'en es, et puis je ferai en fonction de toute façon. Alors moi, je vais vous parler d'une nouvelle. Donc, certainement beaucoup d'entre vous ont soit lu, soit déjà entendu parler. Il s'agit de la métamorphose de Kafka. Donc oui, on va parler de ce genre d'ouvrage également, parce que pour moi, ça rentre complètement dans les littératures de l'imaginaire. De toute façon, on reviendra sur la définition dans un épisode thématique, certainement le premier, pour que comme ça, on ait des bases communes pour comprendre un peu de quoi on parle quand on parle de littérature de l'imaginaire. Je vais être un peu scolaire, quoi. Je vais vous faire un très léger bout de biographie, vous parler un peu de l'œuvre, un peu autour de l'œuvre, quoi. Donc Kafka est né le 3 juillet 1883 dans une communauté juive germanophone de Prague. Donc il a vécu dans une société majoritairement orthodoxe et de langue tchèque. Donc c'est important ça. Ce qui signifie qu'il était à la fois rejeté par la communauté allemande, puisqu'il était juif, et qu'à cette époque-là, on sait très bien sur quoi ça va déboucher, et par la communauté juive tchèque, parce qu'il était germanophone. Il a vraiment pas eu de bol, lui. Hein. Voilà, c'était pas la fête. Exactement. Ensuite, la métamorphose dit Verwandlung dans son titre original. Donc Verwandeln en allemand, c'est quelque chose qui change. On pourrait traduire par changer, quoi. Donc c'est pas un texte isolé dans l'œuvre de Kafka. Ça, c'est important à dire, parce que c'est en général, quand on t'entend Kafka, on te parle que de la métamorphose. Mais en fait, c'est un ouvrage, on va dire, de milieu de carrière, peut-être. Donc il l'a rédigé en novembre 1912. D'accord. Jusqu'au 7 décembre de la même année. Et il a été publié qu'en 1915. Pour vous donner une idée, c'est de l'environnement, donc c'est pendant la guerre, et c'est l'année des premiers films de Charlie Chaplin. Voilà, j'ai noté le parallèle qui m'a un peu amusé. Je sais plus où j'ai lu ça, mais je me suis dit, tiens, ça permet de mettre les choses en perspective. Parce que Charlie Chaplin, il y a un côté assez humoristique en général. Ouais. Chez Kafka, pas du tout. Ouais, c'est même loin d'être humoristique. Ouais, hein, c'est vraiment deux visions du monde, du même monde, pas du tout identiques. Donc la métamorphose, ça parle de quoi ? C'est très rapide, hein, c'est une nouvelle. Donc c'est l'histoire de Grégor Samsa, un jeune homme vivant avec ses parents et sa sœur. C'est lui qui amène l'argent à la maison, c'est le seul qui travaille au début du roman. Et il se retrouve un matin changé en insecte. Donc j'arrête le résumé ici, parce qu'après, il y a un certain nombre d'événements qui se passent, mais si je vous l'ai dit, en fait, il n'y aura pas grand-chose à lire, quoi. Donc ça, c'est le postulat de base. Donc après, si on extrapole un peu, ça parle de beaucoup de choses. C'est une nouvelle assez courte, mais qui permet d'introduire beaucoup de réflexions. Alors déjà, le titre, la métamorphose, et le fait que Grégor soit métamorphosé en animal, c'est un motif assez récurrent de la littérature fantastique et d'horreur. Enfin, en tout cas dans l'imaginaire populaire. On peut parler par exemple de La Belle et la Bête, que ce soit le dessin animé de Disney ou le film de Jean Cocteau. C'est un ouvrage, je pense, qui peut parler à beaucoup de monde. Donc cette idée que un personnage est transformé en monstre à la suite de certaines péripéties et retrouve son état d'humain. On retrouve aussi dans le titre de la nouvelle, ça pourrait faire référence aux métamorphoses d'Ovide, donc métamorphose au pluriel. D'ailleurs, ce serait peut-être un terme qu'il a lui-même inventé, Ovide, métamorphose.
Enfin, en tout cas, c'est la première occurrence que l'on ait c'est en latin, si je dis pas de bêtises. Donc lui, oui, c'est ça, il écrivait durant l'an 1 en latin. Donc les métamorphoses, ça présente en fait des moments où des êtres humains se transforment. Donc c'est pas forcément en animaux là pour le coup. Donc différents types de transformations, c'est souvent lié à l'histoire, hein, au récit. En fait, c'est un ensemble de récits, c'est pour ça que ça s'appelle les métamorphoses. D'accord. Et dans le texte de Kafka, au contraire, on va s'intéresser à tout ce qui se passe après la transformation. C'est-à-dire que la transformation, c'est le début du texte. Donc cette idée d'homme métamorphosé en animal était déjà l'objet d'un roman inachevé de Kafka qui s'appelait Préparatifs de noces à la campagne, dont on a quelques traces qui rédigeait vers 1907 apparemment. Voilà, ça permet de mettre un peu une perspective sur la genèse de l'ouvrage. Il explique dans une lettre du 23 novembre donc 1912 aussi à l'attention de Félix Bauer. Donc Kafka va épouser le 1er juin 1914 et ils vont se séparer le 12 juillet de la même année. Donc c'est mariage éclair. C'est ça, mais de toute façon la vie privée de Kafka est assez compliquée. Et ça se ressent dans son œuvre. Il écrit donc à Félix Bauer qu'il aimerait lui lire la métamorphose en lui tenant la main parce que c'est une histoire qui est vraiment terrifiante. Kafka l'a même qualifiée de répugnante. Son éditeur va utiliser le terme de pénible. Donc c'est quand même chaud, tu vois, quand ton éditeur te dit c'était pénible ce que vous avez écrit. Ouais. T'es pas sûr d'être édité au final. C'est ça, heureusement il a été édité. D'ailleurs l'auteur répond à son éditeur que ce récit est une transcription de l'époque, en fait. Donc là, je cite entre guillemets, j'ai trouvé ça dans une des éditions, parce que j'ai plusieurs éditions de la Métamorphose. Je sais plus laquelle c'est, mais il y a souvent des dossiers en fait au début ou à la fin. Donc je tire cette phrase d'un de ces dossiers. Donc ce serait ce qu'aurait répondu Kafka à son éditeur. Donc c'est directement traduit de l'allemand. En général, toute l'époque où nous vivons et le temps que j'ai vécu en particulier était également très pénible. Donc je rappelle que c'est édité en 1915, donc pendant la guerre. Je pense qu'on peut comprendre les affres de l'époque. Donc si on parle plus du texte en lui-même, dans les métamorphoses d'Ovide, en fait, les personnages qui se métamorphosent perdent leurs caractéristiques humaines. Alors que dans Kafka, quand Grégor est transformé en insecte, il garde son esprit humain. C'est-à-dire qu'il a toujours ses capacités d'analyse humain. D'ailleurs, les premières scènes de la nouvelle montrent à quel point il a du mal à s'adapter à sa nouvelle forme. Parce que transformé, je crois que c'est un cancrelat, que ça a été traduit par cancrelat ou un truc comme ça. Ou un cloporte, je sais plus. Enfin, ce genre de bestiole, quoi. Ouais, un truc pas super agréable, quoi. Pas top, ouais. Et on voit au fur et à mesure qu'il perd ses sensations d'humain, en fait, sa manière de capter l'environnement. Mais il a toujours des raisonnements d'être humain, ce qui rend la nouvelle d'autant plus difficile, en fait, à ingérer, parce que c'est... Ah, c'est horrible, hein, en fait, au final. Ça nous met dans la peau, en fait, d'un insecte qui donne pas envie, quoi. Et au fur et à mesure de l'histoire, on voit qu'il a de plus en plus de mal à communiquer avec sa famille, avec l'extérieur, même s'il y a certains éléments qu'il arrive à faire passer avec son attitude. Plusieurs fois, il bat en retraite pour rentrer dans sa chambre, et même si ça lui est difficile, il montre qu'il a de bonnes intentions, en fait, pour pas imposer sa présence à sa famille. Sa famille qui, à la fois, le rejette, mais en même temps, essaye pas de le tuer ou de s'en débarrasser. Il le garde enfermé dans sa chambre. Les personnes extérieures sont forcément horrifiées par la créature, mais aucun va essayer de le tuer directement. Donc ça crée un double enfermement, en fait. Il est à la fois enfermé chez lui, mais en même temps, il est enfermé dans sa condition, parce qu'on sent très rapidement que ça va jamais, que le processus va jamais s'inverser, et qu'en plus, il doit vraiment subir, en fait, sa condition. Donc ça donne une impression de confinement, ce qui était particulièrement pertinent avec ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois même. Et ça donne une vision de la famille qui est tournée vers elle-même. Et on a vraiment un sentiment de morosité immuable. Tu vois que les choses vont jamais changer et que la situation, elle est horrible et elle va rester telle qu'elle. Et il subit son sort, exactement, c'est ça. C'est ça. Et effectivement, ça donne un côté pénible à l'œuvre à lire. Pas pénible dans le sens lourd, enfin... Ouais, mais pénible moralement, en fait. Au niveau du texte. Ouais. Mais voilà, au niveau des sensations, c'est pas évident. D'accord.
On retrouve aussi d'autres motifs. Donc là, je vais faire vite parce que des choses sur Kafka et la métamorphose qui ont été écrites, il y en a des tonnes. Il y a le motif de la haine du père pour le fils et réciproquement. Donc c'est un motif qui est présent dans au moins une autre nouvelle que j'ai lue de Kafka, intitulée Le Verdict, qui est écrit à la même période d'ailleurs. Mais le final des deux œuvres diffère. Donc il y en a une qui se finit plutôt bien et l'autre plutôt mal, même si pour Kafka c'est difficile d'avoir un manichéisme. Mais dans les deux cas, le dénouement débouche sur une libération. Donc après, voilà, faut essayer de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, quoi. Ouais, avec ce genre de temps, à mon avis, c'est pas une fin. Je vois à peu près où c'est que ça peut amener, ouais. Et du coup, l'image du père négative viendrait du sentiment en fait de Kafka vis-à-vis de son propre père. Donc apparemment, les liens entre son géniteur et lui ont été un peu compliqués. Pour finir, la métamorphose aborde un autre thème qui est l'aliénation familiale et sociale. Enfin, il y a encore d'autres thèmes, mais c'est ceux que j'ai retenus, on va dire. Avec la dévotion au travail, par exemple, où les opprimés deviennent eux-mêmes des oppresseurs. Donc c'est surtout vrai au début du roman où avec sa nature d'insecte, forcément Grégor peut pas retourner au travail, enfin il est pas accepté à son travail, et il y a une description en fait du milieu dans lequel il évolue qui est assez négative, où on va pointer du doigt les gens qui vont avoir un comportement pas le comportement attendu, par exemple, sachant que apparemment, dans sa vie, Kafka avait beaucoup de problèmes de liens sociaux, et aussi avec sa famille, qui est donc un autre thème. Donc les liens familiaux qui seraient plus tissés par le besoin matériel mutuel plutôt que par l'affection. Et c'est vrai que dans la nouvelle, on a des moments où cette affection a l'air d'exister, notamment entre Grégor et sa sœur, et d'autres moments où ce lien va se transformer avec le fait que Grégor soit devenu un insecte. Forcément, t'imagines, t'as ton frère ou ta sœur qui est un espèce de grand cloporte. Moi, c'est à peu près le cas pour moi. Hein. C'est difficile de traiter avec, tu vois. Je sais pas si j'aurai encore de l'amour pour lui ou elle. Quoi. C'est difficile de se projeter. Puis c'est très noir hein, comme truc apparemment. Ouais, et justement, moi, donc là, je parle vraiment de sentiments personnels. Ça m'a beaucoup plus marqué que, on parlait de Lovecraft au début, où j'ai beaucoup moins cette impression, quand je lis du Lovecraft, je me sens beaucoup moins oppressé par la lecture, beaucoup moins mal à l'aise, etc. Ouais. Alors que là, pour le coup, c'est assez rare, j'ai vraiment ressenti ces choses-là en lisant La Métamorphose. En tout cas, t'as aiguisé ma curiosité. Hein. Donc voilà, c'était ma chronique, très restreinte, parce que, encore une fois, il y a beaucoup à dire sur Kafka, donc j'ai essayé de... J'imagine, mais déjà, t'en dis assez pour pouvoir se dire, tiens... Allez hop, je suis pas très en forme au niveau moral, allez je vais me plomber un petit peu plus avec un bon Kafka. Ouais, puis tu te mets un peu de black metal ou de doom derrière et... Ah ouais, je suis Suicidal là. Mais ouais, ok. Non, très bien, en tout cas t'as aiguisé ma curiosité, c'est pas impossible que je me le fasse. Puis ça se lit vite, hein, mine de rien, c'est une nouvelle, c'est une cinquantaine de pages je crois, maximum. Ok. Moi il me restait une chronique, on a dépassé l'heure... d'enregistrement, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, tu veux la garder pour la prochaine fois? Ouais, je la garderai pour plus tard, et puis là, je me dis une chronique chacun, une news ou deux, puis c'est très bien. Ok, bon, on va pouvoir conclure sur cet épisode pilote, on espère que ça vous a plu, enfin pour les quelques-uns qui ont jeté une oreille sur les annales d'Opale. Ah, merci déjà, merci, nous avoir écouté jusqu'au bout. Essayez de le partager si ça vous a plu. Nous, on va être disponible sur SoundCloud, sur YouTube, a priori. Ouais, je me suis occupé. Sur le Deezer, Spotify, peut-être Podcast Addict si j'ai le temps de le faire, mais ça devrait pas être trop un problème, ça va assez vite. On va essayer du coup de faire un nouvel épisode dans 2 semaines, à peu près, je sais pas si on sera pile poil régulier, tu vas dire tous les 15 du mois ou je sais pas quoi. 2 épisodes par mois déjà, on a cette limite-là. Ouais, c'est ça, et voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, merci à tous, en tout cas, en espérant que ça vous a plu et qu'on n'a pas été trop chiant, hein, et pas trop déprimant surtout. Merci Cook, hein. C'était très sympa ton truc sur Kafka. J'en ai des pires dans la besace. Ah, ouais. Garde-les sous le coude alors. Hein, en plus, il y a l'été qui arrive et tout, ça va être pas mal là. Mettre donc un peu de gris dans votre soleil.
Exactement, ouais, parce qu'il en faut quand même, c'est important. Comme lui disait Coop, on se retrouve d'ici 15 jours, hein, c'est vrai qu'une date précise. Et on a oublié de dire aussi qu'on avait un Facebook, Oui, c'est vrai, donc les Annales d'Opale. les Annales d'Opale, où on va partager, on va essayer de partager des petits articles en lien avec nos news, nos chroniques et tout ça. Et puis, bah, si vous voulez nous contacter aussi, y a pas de souci, on sera dispo dessus. Et puis, pour moi, c'est à peu près tout. Merci à tous. Ouais, merci, puis à la prochaine du coup.